Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Sandra Devivier. Bonsoir. Ça va Sandra? Très bien. Merci d'être là en tout cas avec nous. On va commencer par 3 petites questions si vous voulez bien. Si vous étiez un sentiment Sandra, vous seriez lequel? L'amour, tant qu'à faire. Ah bah oui, tant qu'à faire, on va se gêner. C'est le sentiment. Si vous étiez un souvenir d'enfance? Les baignades dans la Loue, qui est une rivière du Jura, où je suis née. Ouais. Les cailloux qui font mal sous les pieds, Ouais. ceux qui sont polis par l'eau et qu'on garde dans la main. D'accord. Et l'eau Voilà. toute froide au début, j'imagine. Et l'eau un petit peu froide. Ça ne doit pas être très chaud dans le Jura. Non. Et si vous étiez un mot de la langue française? Paysage. D'accord. Au pluriel? Non, au singulier, en fait, c'est très graphique. Je le trouve très équilibré avec le Y et le G. Eh bien, ça ne m'étonne pas. On va parler, entre autres, de paysage. C'est votre premier roman, La femme du lac, et vous êtes l'invitée, Sandra, de LCR, ce soir. The Zone of Interest is not a story in the sense of a normal film. It's about a man who has a lovely life with his family. He's very good at his job. They live in the country in a lovely house with a lovely garden. He also happens to be the commandant of Auschwitz. Their garden wall was the same wall on the other side that was the death camp. In our early research, the photographs, the Hoss family album is in this garden. You see everything. You see pool and the slide and the greenhouse and the rest of it. You never see the wall that abuts the camp. There have been films about perpetrators, and a lot of those examples have shown perpetrators quite villainous, not us. So I wanted to avoid the artifice of cinema. I wanted to look at them more forensically. Voilà la zone d'intérêt making-of de ce film, évidemment, de Jonathan Glazer, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu, autour d'une famille nazie, juste à côté du camp nazi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Oui, bien sûr. J'imagine, ça vous a laissé quoi comme sentiment à la sortie? Il est fort. J'ai trouvé que c'était un très très bon film, notamment parce qu'il met en scène la banalité du mal. Ouais. Quand il dit là dans le making-of que les rêves de ces gens ne sont pas si éloignés des nôtres. Ouais. C'est tellement facile de dire c'était des monstres, c'est pas nous. Mais la réalité, c'est que si c'était que des monstres qui avaient eu ces idées-là, ça n'aurait pas pris ces proportions-là. Non, c'est ça qui est terrible. Voilà. Ouais. Et il y a une scène à la fin de ce film que j'ai trouvée très importante pour l'équilibre du film. C'est lorsqu'à Auschwitz, on voit les personnes qui font le ménage, le bruit des aspirateurs. Oui. C'était important d'avoir ce qu'est Auschwitz aujourd'hui, c'est-à-dire un musée. Ouais. Voilà. On est dans le cinéma ici, dans la fabrication d'une fiction pour parler de l'histoire avec un grand H, même si c'est très bien documenté. La photo, c'est aussi quelque part de la fiction, de l'image. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire, cette histoire-là, la reconstituer à travers des photos? Est-ce que c'est pas biaisé dès le début finalement? Donc on parle des photos à partir desquelles moi j'ai travaillé? À partir desquelles vous avez travaillé pour votre livre, oui. Alors je pense qu'il ne s'agit pas de tellement raconter l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que... allez la chercher peut-être, allez la rechercher cette histoire. En fait, les images, j'aime beaucoup l'expression de Didier Huberman lorsqu'il parle de l'Atlas Mnemosyne, donc un millier d'images d'Elby Warburg. Il dit qu'il s'agit de laisser courir ou divaguer, je ne me souviens plus exactement du mot, sa volonté de connaître, d'image en image. Ouais. Et alors se produit une forme de connaissance par le regard. Évidemment, le moteur de ça, c'est l'imagination. Il y a une forme de tâtonnement, alors on avance tout doucement? Il y a une forme de... ce qui se passe dans La femme du lac, c'est que deux histoires affleurent ou réaffleurent en même temps. À la fois cette grande histoire, effectivement, du sort de certains enfants sous le régime nazi et la petite histoire de la narratrice. Oui. Et ces deux histoires, réaffleurent en même temps. Et c'est dans l'écart ou dans les correspondances secrètes que les images établissent entre ces deux histoires que se constituent
Je comprends. C'est comme s'il y avait des liens souterrains, un petit peu. La femme du lac, vous l'avez dit, ça pourrait s'intituler d'ailleurs La femme dans la boîte. Ça vous a peut-être traversé l'esprit. Vous parlez même d'ailleurs à un moment donné de cette fameuse boîte et vous dites que c'est un mot un petit peu désuet. Parce que quand on est effectivement dans la période contemporaine, je crois que la narratrice fréquente une boîte. On est à Berlin. Il y a une très belle phrase à un moment donné. L'élastique a roulé sous les doigts. Pardon. L'élastique a roulé sur les doigts, sur le faux cuir, et tout un pan de l'histoire d'une femme s'est ouvert. C'est beau, je trouve. On est à Berlin, sur un marché aux puces. La narratrice tombe sur une boîte de négatifs, en fait. Elle va être fascinée. On va voir une première photo. C'est la photo, d'ailleurs, qui sert aussi pour la couverture. On voit un lac. Et sur le côté, si on regarde bien, c'est vrai qu'on voit la silhouette d'une femme. Pourquoi elle est tant fascinée par cette photo, la narratrice ? Elle ne sait pas. Ouais. C'est bien de là que part cette histoire. Elle part d'une fascination inexpliquée. Ouais. Et l'enquête part de là. Alors, je change ma question. Pourquoi cette fascination, alors ? Je crois que ça ne s'explique pas. Ouais. Je crois que ce qui se passe justement par le regard, il y a une raison à cette fascination et c'est ce qu'elle va découvrir au fur et à mesure du livre. Petit à petit, vont se faire jour des analogies, des correspondances secrètes entre différents temps, entre différentes vies de femmes. Et sans doute que ces temps et ces lieux cohabitent dans les images et que c'est pour ça qu'elle la fascine. Mais au début, cette fascination n'est pas objectivée. Ouais. Tout le propos du livre est d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est une enquête sur elle, en fait, quelque part. Et c'est même très contemporain parce qu'elle googleise, je ne sais pas si on dit ce mot-là encore, elle googleise souvent pour essayer de retrouver les différents endroits, les histoires des endroits, les histoires des personnes. Alors, il y a énormément de références, des références historiques. Là, ça vient de vous, évidemment. On a parlé d'Edith Bergman, il y en a plein d'autres, des références philosophiques, psychanalytiques aussi, et même artistiques. Vous référez par exemple au livre Incarné, une abstraction d'Anna Teresa de Kersmacher. On va regarder un court extrait d'un spectacle filmé par Thierry Demey d'Anna Teresa de Kersmacher. Ça s'appelle Fez. J'ai passé un extrait de Anna Teresa de Kersmacher parce qu'elle intervient plusieurs fois dans le livre. C'est une des références aussi quand vous l'avez écrit. Vous évoquez les corps des enfants indésirables. On avait un petit peu oublié tout ça pendant le Troisième Reich. Les nazis disaient qu'il valait mieux prévenir l'indignité plutôt que d'avoir à la traiter. C'est terrible, je trouve. Vous évoquez la théorie de l'eugénisme de Francis Galton et cette loi de 1933 du régime nazi qui autorise l'euthanasie des enfants handicapés. Comment vous en êtes venu ? Comment ça glisse jusqu'à cette réflexion ? Alors, donc déjà, sous le régime nazi, il y a eu deux phases. Il y a eu d'abord la décision de stériliser un certain nombre de personnes pour qu'il n'ait pas d'enfants justement indésirables. Ensuite, il y a eu des enfants indésirables. Indésirables, oui. Le mot indésirable, désir, etc., est très présent dans le livre parce que c'est quelque chose de cardinal. C'est la force d'insurrection première, le désir. Ouais. C'est ce qui sous-tend toute vie. Un être sans désir est un petit peu comme un mort cérébral. Le cœur fonctionne, les poumons fonctionnent, mais il est mort. Donc voilà. Donc il y a eu cette phase de stérilisation. Ensuite, il y a eu le fameux cas de l'enfant K, justement, dont les parents avaient demandé l'autorisation de l'euthanasier parce qu'il était handicapé. Et à partir de là, le régime nazi a peu à peu généralisé ce qu'il appelait le traitement d'enfants, qui au début était réservé à des nouveau-nés, c'est-à-dire des nouveau-nés qui naissaient... on identifiait un handicap. Avec une jambe folle, avec des choses comme ça. Oui, mais ça pouvait être simplement un enfant qui ne mangeait pas. Donc ça allait très vite quand même. Et puis petit à petit, ça a été les jeunes enfants. Et puis voilà. Et
petit à petit, ça a concerné tous les enfants jusqu'à 17 ans, donc quasiment la majorité. Comment j'en suis venue à cela dans le livre, c'est un petit peu... Oui, c'est tout un chemin. Oui. On va peut-être diffuser d'ailleurs 2-3 photos, parce que dans le livre, il y a aussi des photos, notamment des photos d'enfants qui jouent, de corps d'enfants. Oui, voilà. Comment se fait ce chemin dans la réflexion de la narratrice ? Alors, peut-être qu'un des moyens d'aborder ça, ce serait de dire que devant l'image, on est devant un temps complexe. Oui. Et que donc moi, je réfléchis plutôt à ce qui sous-tend la prise des photos par la femme du lac. Oui. Pourquoi elle choisit ces photos-là ? Pourquoi elle les cadre de cette manière ? Et je considère à un moment donné que ces choix qu'elle fait... constitue la présence d'un temps qui l'a précédé dans les images. Et comme il y a une forme de répétition et de mème dans les photos, d'ailleurs dans le livre il y a beaucoup d'images comme ça d'enfants qui sont habillés pareil, qui ont les mêmes attitudes. C'est saisissant. Dans l'archive, c'est quelque chose qui m'a tout de suite arrêtée. Au début, je n'ai pas voulu trop en tenir compte. Et puis, c'est quand même revenu. Et cette idée du fait qu'il faille correspondre à toute une série de normes qui visent l'utilité. En fait, moi, je suis tombée sur une lettre, par exemple, envoyée par l'administration nazie aux parents pour leur annoncer le décès de leur enfant. Et dans la lettre, il est écrit qu'ils n'auraient pas pu être utiles. Qu'ils devaient se consoler d'une mort douce pour leur enfant et qu'ils n'auraient pas pu être utiles. Pas qu'il était très malade, qu'il aurait souffert, non, qu'il n'aurait pas pu être utile. Et ça, c'est... C'est glaçant. On pourrait en parler pendant... Elle est décidément trop court cette émission, on pourrait en parler pendant des heures. De l'écriture aussi, qui est assez fascinante, votre écriture. Vous venez de la poésie et ça se sent. Il y a une liberté incroyable et à la fois une précision aussi. Je trouve qu'on est entre les deux. Ça s'appelle La femme du lac. Je vous le conseille vraiment, c'est un des tout bons livres de la rentrée littéraire, la nouvelle rentrée de janvier, c'est chez Cambourakis. Merci beaucoup Sandra d'être passée chez nous. Je signale que vous serez au Centre Wallonie-Bruxelles mercredi à midi avec une autre autrice, Anne Seld, je crois. Oui. Voilà. Et chez Tropisme ici à Bruxelles, ce sera jeudi à 19h. Merci infiniment. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.